Je suis originaire d'un champ de bataille de luxe, occupé par deux visions du monde, par deux vérités qui s'opposent. Mon karma devait sans doute être de toute ma vie le cul entre deux chaises. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui me donne la conviction qu'en fait, quand on a le cul entre deux chaises, enfin quand on est destiné à ça, il y a toujours une possibilité de tenir debout, de se trouver une place, aussi infime soit-elle, pour se tenir debout, là où rien n'était prévu. Et je crois qu'en fait, on a plus de chances dans ce monde cloisonné de ne pas correspondre pile poil à une case et d'être le cul entre deux chaises. Je suis née d'une femme à la droiture immuable, guidée par le sens et la morale, et d'un homme addict aux jouissances, toujours en quête de l'interdit. C'était ça ma normalité. C'est la mécanique qui m'a construite. À l'école, je m'en sors avec des notes honorables et je cherche l'insolence en permanence. La journée, je la passe avec des cercles de copains bourgeois dont la culture est partie intégrante et dont l'ambition n'est pas un besoin, juste un devoir. Le soir, je fugue discrètement pour rejoindre mes copains de quartier où j'apprends à monter et démonter des vélos et des mobylettes qui viennent de je ne sais où. Et la nuit, j'ai ces deux mondes qui viennent me challenger, qui m'excitent. Je ne peux pas dormir. Je dessine, j'écris des fictions à partir de ces deux mondes qui chahutent la journée et qui deviennent harmonie la nuit. J'ai mon bac, limite, mais je l'ai. Et puis se pose la question de l'avenir. Tu vas faire quoi dans la vie? Ma fiction de la nuit n'a de légitimité qu'envers moi. Et donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'objet, je n'ai rien qui m'anime plus qu'autre chose. Moi, j'ai le sentiment que tout m'anime. De temps en temps, j'ai l'impression que rien ne m'anime. Et donc, nos sociétés ont inventé un truc génial pour les gens qui, ados, n'ont pas d'objet. C'est l'école de commerce. C'est somptueux pour ces gens-là. Ça crée de l'ambition à l'entourage, et puis ça vous fout dans une voie où normalement, il se passe un truc. Et donc, j'intègre une école de commerce parisienne. Moi, je suis plus animée par l'idée de la vie parisienne que par l'école de commerce. Les premiers cours, j'y vais, parce que je suis quand même pas insolente à la première seconde. Et par contre, je me concentre pour essayer de détecter les losers, les dérivants. L'avantage, c'est qu'on les saisit très vite. Et donc, je m'installe très vite en coloc avec ces gens-là. Et puis, on passe des nuits somptueuses. On part dans les friches, visiter les maisons qui vont être détruites en banlieue parisienne. On fait de la photo, on peint, on vit à la lueur des bougies, avec la musique à fond, les voisins qui hurlent. Et c'est un délice que je n'oublierai jamais. Évidemment, le jour, on dort. Et donc, je ne vois pas grand-chose de mon école de commerce. Le diplôme, il me le faut, parce que mes parents ont investi sur moi, par cette école. Et je ne peux pas ne pas répondre présente à cet investissement. C'est viscéral. Et donc voilà, donc j'ai mon diplôme. Je ne l'ai pas parce que j'ai travaillé d'un coup, que je suis extrêmement intelligente, pas du tout. Je trouve tous les stratèges de triche. Je passe un mois à faire les poubelles de toute la Défense pour trouver les déchets du centre de reprographie qui imprime les examens. Je négocie avec les premiers de la classe et je me mets même à apprendre à coder les premières calculatrices connectées. Et ça marche.
on obtient le papier magique. Sauf que je sais pas quoi faire après, avec ce papier magique. J'ai pas avancé. Les nuits que je passe, qui sont somptueuses, ont réveillé un vivant, mais un vivant dont je ne sais pas quoi faire quand on me pose la question: qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Quel job tu veux faire? Ce que j'ai fait la nuit, ça donne pas un job, ça donne juste du vivant. Et donc je n'ai plus d'argent pour vivre mes folies parisiennes et on me ramène dans la vallée, totalement immature et irresponsable, tout le contraire de ce que crée une école de commerce. Personne ne sait que je triche et tout va bien. On me dit: «C'est très bien, il y a des jobs ici et puis tu vas reconnecter» et effectivement, j'intègre par je ne sais quel hasard un groupe de distribution en pleine expansion. J'intègre le service marketing, je deviens responsable, directeur marketing, avec une équipe qui grossit, tout va bien. Évidemment, comme tout va bien, là, je tombe amoureuse d'un homme solide, technique, tout bien comme il faut, pas un pet de gras, sportif, tout parfait. On fonde ensemble, je suis très cynique, mais au fond, à ce moment-là, je vis extrêmement bien ça et je suis extrêmement heureuse de ça. Et donc, on fonde une famille, on a les 2 enfants et je vous la fais pas, la maison, la piscine, l'animal, pas un chien, attention, mais un animal. Plus on avance, que ce soit matériellement ou dans la construction solide de la famille, plus ça marche et plus on en veut. Et à un moment, mes nuits me rattrapent. J'ai besoin d'autre chose. Ce que je suis en train de construire, qui est extrêmement confortable, me devient totalement inconfortable. Et je viens rechercher ce monde intérieur la nuit par la lecture, par l'écriture, par le dessin. Je reviens à mes mécaniques ancestrales. Et évidemment, je finis, ces nuits finissent par prendre le dessus et je cède et je quitte le groupe de distribution en me disant, je vais faire autre chose et je vais être plus libre. Et donc forcément, quand on veut être plus libre, quand on vient d'un boulot salarié, on se lance dans une profession libérale. Je ne savais pas que libéral, c'était que le nom de code de l'État. Parce qu'au fond, j'avais l'illusion d'entreprendre quelque chose. Au fond, j'étais pas entrepreneur. Je faisais exactement la même chose qu'avant. Simplement, j'avais pas la stabilité financière et j'avais l'illusion d'une liberté parce que je bossais. J'avais personne qui me contrôlait si j'étais au bureau, mais la contrainte du client était exactement la même. Et donc le diktat des marges, les stratégies pour gagner toujours plus et toujours plus loin m'insupportent complètement et s'associent là avec cette instabilité financière. Et donc ça devient incompréhensible de tout le monde et je finis par l'accepter. J'arrête tout et je me dis, OK, tout ce qui est de la vente et du marketing, c'est pas toi. En fait, je sais même pas si c'est la vente que je refuse à ce moment-là, mais c'est en tout cas le fait de chercher les gens, de chercher à pousser les gens à acheter. Ça m'insupporte. Je ne veux plus ça. Et donc, je suis prête à faire n'importe quoi pour être tranquille, dans une stabilité financière, pas forcément énorme, mais à minima, et ne plus vendre. Ça peut être gardien d'hôtel. Donc, je me lance dans les offres d'emploi. Et dans les offres d'emploi, je réponds à tout ce que je ne comprends pas. Et je trouve un truc absolument délicieux qui s'appelle la chambre de commerce et d'industrie. Ça s'appelle la chambre. Et ça, pour moi, ça signifie rien d'autre que le sens premier, et ça me fascine. Je ne comprends rien de l'intitulé, mais rien du tout. Et donc, évidemment, je suis convoquée à un entretien avec 20 personnes. Jamais on avait réuni 20 personnes juste pour m'écouter.
L'entretien, c'est surréaliste. Ce serait trop long à vous raconter, mais c'est à mourir de rire. Et toujours est-il qu'on me dit, OK, c'est très bien, on vous prend. Personne ne peut me définir le poste réellement, mais tout le monde sait que cette fonction, on en a besoin. Je rentre dans ce truc hyper structuré où chacun a l'air de savoir ce qu'il doit faire de façon extrêmement précise. Moi, je ne sais pas. Et quand j'essaye de comprendre ce que eux font, je ne comprends pas. Et on me dit, c'est pas grave, c'est très bien comme tu es. Le bonheur. Et donc, quand même, au bout d'un moment, on s'embête. J'avais tout de suite une secrétaire, d'ailleurs, qui a tout commandé à la Redoute. Je ne savais pas quoi faire à une secrétaire. Et puis, au fur et à mesure, je vais voir mes amis entrepreneurs et je leur dis à quoi je peux servir, je suis payée. Sers-toi de moi. Et petit à petit, on commence à inventer des choses. C'est là que je rencontre Salah. Et c'est là aussi qu'on crée le premier TEDx, qu'on crée le festival Mulhouse, Terre des Nouveaux Possibles, où on fait venir des gamins paumés qu'on essaye de faire croiser avec des entrepreneurs. On y intègre de temps en temps des événements artistiques, Be Just Change pour ceux qui se souviennent. Et donc je fais des choses assez incroyables. On met quand même dans un autre bâtiment, au cas où, avec une équipe choisie. On est les seuls qui avons le droit de pas badger. On bosse bien plus d'heures que ce qu'il faut. Ça fait peur à tout le monde au départ. Tout le monde dit « Ouh là là, on va avoir les syndics sur le dos ». Mais non, les gens sont heureux. Tout va bien. Et donc je pousse ce que j'aime, ce que j'ai envie. Je découvre un truc quand même incroyable là-dedans. C'est le bien commun. Ce truc complètement dépossédé de chacun et qui nourrit des valeurs collectives. Ça me fascine. Et ce truc-là, qui est supérieur à moi, m'anime complètement et me pousse à faire des trucs dingues. Je pousse les lignes de la CCI et là, à un moment, tout le monde craque. Elle dit non, c'est plus possible. Donc je crie à l'injustice, je me pose en victime. En fait, je ne comprends juste pas que mon désir de vie n'est plus là. Je sors de la CCI pour monter une association avec 4 autres entrepreneurs. On s'appelle les 5 fantastiques entre nous. On s'aime plus que tout. On se lance dans la transition énergétique. On n'y connaît rien. On a tout à apprendre. Mais on est persuadé qu'on est des super-héros et qu'on va changer le monde. Et je donne tout à ça, nuit et jour. On passe de la direction de Total à la direction d'Engie, pardon. On rencontre Jérémy Rifkin qui nous embarque dans son travail à l'époque avec Jean-François Caron à Lille. On décroche 250 000 euros, ce qui est rien par rapport à l'enjeu et ce qui est colossal par rapport à ce qu'on a à promettre. Et puis, on veut se lancer dans un business model. On pitch un peu partout. On intègre des fonds d'investissement. On est en due diligence pendant 1 an. On est essoré. On fait des tableaux Excel et on finit par oublier le sens de ce qu'on fait dans les tableaux Excel. Il y a un truc qui cloche dans ce qu'on veut monter, on ne le voit pas. Et on n'obtient pas le million. Et on est un 22 décembre, tout s'arrête. Et là, ce 22 décembre, mon mari est parti. Je l'ai presque oublié, tant il n'a plus d'importance. Je me retrouve seule avec mes enfants. Je n'ai plus de job, plus de revenus et plus d'horizon pour la première fois. Mes enfants vont passer Noël ailleurs. Et donc, c'est le premier Noël que je passe tout seul, avec un lendemain qui n'est rien. Je vous passe la descente parce qu'elle est pathétique et que j'en suis absolument pas fière. Mais c'est un moment où réellement le vivant n'a plus d'importance. Et étrangement, c'est un SMS de ma fille qui me dit « Je t'aime », juste ça. Et qui me dit « Arrête, c'est quoi ce truc pathos dans la vie de luxe dans laquelle tu vis ? Tu te bouges. » Et je me relève le lendemain, je décide de repartir et pour
une fois, je ne recherche plus, plus que la matérialité des choses. Je veux un salaire, point, barre. Et je veux un salaire pour pouvoir payer les emprunts que j'ai sur la tête, pour pouvoir nourrir mes enfants, pour que mes enfants grandissent là où ils doivent grandir. Et pour la première fois, je demande de l'aide. J'appelle tout le monde. Et puis on m'offre un champ de boulot juste incroyable. Je veux juste un salaire et un boulot con. Et c'est la première fois qu'on m'offre des boulots où il y a tout à défricher, dans des espaces où les règles habituelles ne marchent pas. Et c'est ma sauvagerie, ma façon dérivante qu'on vient chercher, et en même temps mon sérieux. Ma mécanique de départ se réunit. Je me pose plus particulièrement dans un lieu qui m'est cher, qui m'est très cher aujourd'hui, qui est Motoko. C'est une résidence d'artistes qui va mal. Et j'y arrive avec ma casquette économique et j'ai l'image du diable auprès de tous ces gens. Je suis en admiration des artistes, j'apprends à leur côté, ils m'expliquent ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, et pour eux c'est extrêmement louche que je les admire. Ils me font pas confiance et ils me demandent de monter un système avec une gouvernance partagée, une association. Et en fait, je me dis ça peut pas marcher. Ici, il y a un truc d'équilibriste à monter. Je cherche partout ailleurs ce qui se passe, je trouve pas de solution qui me convient. Et je me dis ici, il faut monter un truc entre le chaos et les règles, entre le collectif et l'individualité, entre l'économie, l'art, la politique. Et en fait, je vais chercher le monde économique. On monte une SAS pour gérer une résidence d'artistes. Je monte un business model, j'ai presque honte de le dire. Et on y va. Ils veulent une gouvernance partagée. Je leur dis, c'est une SAS avec un pouvoir centralisé. On va passer à la dictature, les gars. Et ils me disent, ok, pas sûr. On t'attend au tournant. Et en fait, moi, je parle de tableau Excel, de chiffres. Ils me parlent de couleurs. On parle ensemble d'épilation totale ou de groupe de majorettes qu'on a envie de monter. Et ça marche. Tout le monde a été mobilisé. Le monde économique est venu avec moi. Et les artistes ont suivi, le monde politique a suivi. Et la seule promesse que j'avais à leur donner, c'était de dire que cette nef demeurera coûte que coûte la réponse à ce tout, un abri sans être enfermé et un lieu d'indépendance sans être isolé. Et en fait, ma place, ce que j'ai cherché, c'est ça. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé dans un petit trou comme ça, mais qui fait des choses énormes. Et c'est un bonheur fou. Merci.